8 défaites consécutives pour les Spurs, une fâcheuse tendance à gâcher leur avance. Je vous jure que je ne voulais pas parler de Victor Wembanyama cette semaine, mais là on n'a pas le choix, il faut qu'on en parle. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Moop Deep, le podcast de basket session qui couvre l'actualité de l'NBA avec un très léger focus sur les Spurs de Victor Wembanyama. Aujourd'hui on se retrouve donc en direct depuis la salle média des Spurs après la défaite contre les Grizzlies et on est avec notre ami Théo Quintard. Théo Quintard qui couvre l'NBA depuis San Antonio lui aussi. Théo, comment ça va après cette 8e défaite consécutive? Écoute, ça va, un petit peu fatigué mais un peu ce bien un petit peu puisque les Spurs n'arrivent plus à gagner depuis 2 semaines. On est clairement là-dessus depuis les victoires qu'il y a eu à Phoenix avec le match référence de Victor Wembanyama. C'est 8 défaites d'affilée, donc sur la route, à domicile, ça change rien. Et avec une fâcheuse tendance en plus à dilapider un petit peu l'avance. Là ce soir on l'a vu, il y avait jusqu'à 19 points d'avance pour les Spurs. Ils ont fini par perdre avec une deuxième mi-temps quand même assez violente contre les Grizzlies justement. Donc il y a ce côté un peu frustrant. Moi j'aimerais parler un petit peu de ça. Quand on arrivait au début de la saison, on avait quand même cette idée que c'était une équipe qui est jeune. C'est littéralement l'équipe la plus jeune de la NBA. Donc, logique finalement que l'équipe soit pas très bien classée, qu'on soit à 3 victoires pour 10 défaites. Mais 2-1, il y a cette série quand même. 2-2, l'impression qu'ils n'exploitent pas leur potentiel parce qu'ils l'ont montré contre Phoenix, le potentiel. Et de 3, il y a la manière quand même d'être incapable de garder une avance à moins d'avoir 27 points d'avance. C'était le cas face aux Suns et c'est le seul match où ils ont mené de 10 points et où ils ont fini par gagner. Bon, donc toi, ton ressenti là-dessus, il est où et comment est-ce que toi t'expliques ça à ton échelle? Alors à mon échelle déjà je trouve que tu as abordé un point qui revient souvent en conférence de presse, qui est la jeunesse de l'effectif. Alors oui, je pense que c'est à double tranchant. D'un côté les erreurs de jeunesse et d'un autre côté la foule de la jeunesse, le côté un peu imprévisible, le côté je peux faire basculer un match, voilà, et le côté d'un match à l'autre je peux très vite switcher. Et pour l'instant, on voit que cette partie erreur de jeunesse où c'est compliqué et je trouve que c'est un peu une excuse facile, bateau. Quand même. Oui, logique, c'est sûr. Mais au bout d'un moment, les gars, faut prendre la responsabilité. Là, ça fait déjà 11 matchs, un peu plus, 11, 12, 13, je sais plus. 13, voilà, tu vois. Et là, voilà, et c'est les mêmes erreurs, les mêmes scénarios. Pour l'instant, bon, peut-être qu'on fera le bilan un petit peu au bout de leur match, ça va vite arriver. Mais pour l'instant, ouais, un petit goût quand même amer en bouche. Quand tu parles d'erreur de jeunesse, moi je me dis, tu vois, je pense exactement déjà à tous ces avantages qui ont été dilapidés. Et je pense par exemple au turnover. Les Spurs en font énormément. Et là par exemple en seconde mi-temps, il y en a eu beaucoup plus. Pareil, les fautes. Là sur la dernière période, il y a eu dans le dernier quart-temps, il y a eu... j'ai perdu le chiffre, mais c'est pas grave. Il y a eu beaucoup trop de lancers francs, 16 je dirais. Et les Grizzlies récupèrent 14 points là-dessus. Donc quand tu fais autant de fautes dans le dernier quart-temps, il faut imaginer 14 points dans un dernier quart-temps uniquement sur des lancers francs et avec beaucoup de fautes un peu bêtes en fait. Moi je trouvais qu'il y avait beaucoup de trucs là-dessus. Bah là c'est un petit peu le côté inexpérience qui ressort. Alors les gens qui regardent Moop Deep chaque épisode, vous le savez, moi je suis team patience, team on attend, team c'est normal si l'équipe elle gagne pas tous ses matchs machin. Malgré tout, c'est vrai que quand on le regarde juste comme ça le match, il y a cette frustration quand même de se dire mais qu'est-ce qu'ils font quoi? Et qu'est-ce qui se passe pour gâcher tous ces trucs-là et pour faire toutes ces erreurs-là, parce que quand tu coupes ces trucs-là, le match, en fait, il est correct. Et je rebondis sur un truc que tu as dit avant, tu as dit 14 points sur lancer franc dans le dernier quart-temps. Ouais, je pense qu'il faut le corréler au nombre de points marqués. Tu as le nombre de points marqués dans le dernier quart-temps? Alors évidemment, je suis, comme vous le savez, le stat guy. C'est ce que j'allais dire. C'est un petit peu le monsieur stat de l'équipe. Alors c'est 33 points pour les Grizzlies et 14 pour les Spurs. C'est assez ironique du coup. Ouais. Parce que 33. Ça fait 14, ça fait quasiment la moitié. Bah surtout, ils ont marqué, les Spurs ont marqué autant de points. Je vérifie mes stats au passage. Les Spurs ont marqué, c'est ça, 14 sur 16 pour les Grizzlies. Les Spurs ont marqué autant de points dans le dernier quart-temps au total que les Grizzlies sur la ligne des lancers francs. Et Jackson Jr. est responsable de 8 de ces points, ce qui est pas mal quand même. Mais c'est une dinguerie quand même. Bien sûr, c'est une dinguerie. Encore une fois, les mots seraient peints. Les erreurs sont un peu les mêmes. Finalement, déjà, on monte dans une sorte de routine. Et moi, ce qui me fait un peu peur, c'est, j'ai pas envie que les Spurs, voilà, même si ça reste des sportifs de haut niveau, de très haut niveau d'exigence, et j'ai pas envie qu'ils se renferment dans, enfin, en fait, que cet enchaînement de défaites devienne un problème mental. C'est un peu le risque. Il faudra un match bascule pour regoûter la victoire quand ce sera. Là, c'est, je pense,
les fans en tout cas, même les journalistes, tout le monde espérait, pensait que ça pouvait être le match boom, sauf peut-être toi, je sais pas. Moi, je suis parti pessimiste, je rappelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Ben est toujours pessimiste. Ouais, mais non. Ben prédit toujours la défaite des Spurs. Ah non, non. Aujourd'hui, j'ai annoncé une victoire dans le groupe WhatsApp, mais j'ai annoncé tout de suite après. En vrai, je les vois perdre, mais je voulais pas passer pour un connard. Ouais, parce que du coup, on a un groupe WhatsApp, je précise un petit peu, voilà. Un groupe WhatsApp avec Vincent Piala, Maxime Aubin de l'équipe et Ben et moi. C'est ça. Et du coup, là, on a tous les trois, avec Maxime, on a fait les paris. Et je crois que tous les trois, on a mis victoire. On a annoncé victoire. Victoire des Spurs, donc on a tous les trois faux. J'étais quand même de la team, quand même, on va perdre, etc. Pour l'instant, mon pessimisme marche bien parce que quand même, 8 défaites d'affilée. Et ce que tu dis, justement, c'est intéressant sur le côté mental. Ouais. Je trouve que pour l'instant, déjà, quand tu vois les déclins en conf de presse, on peut sortir ce qu'a dit Victor déjà. Bon, après, un petit bug de caméra, on reprend, du coup, je disais. Victor Wembanyama, du coup, je trouve, le prend assez bien, cette défaite. Il disait donc, je m'attendais à tout, je n'avais pas de visibilité avant d'arriver en NBA, en gros. Et donc, même avant le début de la saison, même avant d'être drafté, je savais qu'il y aurait toujours des difficultés. Et l'important, c'est la manière de les aborder. Et en fait, de manière générale, je trouve que quand ils arrivent à chaud en conférence de presse, il y a quand même cette capacité à toujours remettre en perspective de 1 par rapport au projet global, et de 2, ce truc de le vestiaire vit bien, on sait qu'on doit mieux faire, et on voit qu'ils sont agacés, quoi. Mais ils sont pas démolis, déprimés, incapables de parler en conférence de presse. Je trouve ils sont solides quand même mentalement, en fait. Oui, ils sont solides, mais moi je trouve, voilà, Coach Pop, c'est un peu en conférence de presse, un peu les montagnes russes, des fois il a envie de parler, des fois il n'a pas envie de parler, il a souvent pas envie de parler, surtout après les défaites, ce qui est normal. Victor, on le sent un petit peu dans la retenue, comme d'habitude, il maîtrise ça comme au maximum. Donc voilà, et moi le joueur le plus, ce qu'on parlait un petit peu il y a quelques minutes, le joueur le plus intéressant c'était Cedi Osman, qui a vraiment dit les choses en fait, et je trouve que c'est le premier à vraiment dire les choses, à dire maintenant ça suffit, en gros, faut qu'on réagisse. Voilà, c'est juste des mots un petit peu forts, mais peut-être que ça peut produire son effet, je sais pas. Moi, je trouve que Wembanyama, justement, il a eu un discours un peu similaire après OKC, quand ils avaient perdu. Il avait dit il y a des choses à ajuster. Oui. Et plus on avance, quand même, plus on voit qu'il y a un côté un petit peu agacement. Je pense pas avec le projet des Spurs, mais juste avec la défaite, où il nous dit parfois c'est dur d'être patient. Il faut qu'on s'adapte à ça et on ne peut pas continuer à perdre nos matchs après avoir mené. Ça, par exemple, il a dit il faut qu'on soit prêt à tous les scénarios, mais en particulier à ce scénario dans lequel on mène et on doit garder l'avance. C'est vrai qu'évidemment, ça revient énormément parce que quand tu mènes à un point du match de 20 points et que tu perds, je pense que ça te reste en tête. Toi, tu lui as demandé justement si ça l'empêchait de dormir un peu la série de défaites. Moi, c'est ce que j'imagine. Peut-être pas que ça les empêche de dormir, mais qu'il y a ce côté où ils rentrent chez eux, ils se disent mais attends, on était à 20 points, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se refont le film du match, quoi. Et c'est ça, je pense que ça peut vraiment devenir un problème mental. Et après, quand on part dans ce type de scénario-là, il faut un électrochoc. Et bon, voilà, on verra. Mais je pense qu'il est important de repréciser aussi, c'est que Victor Wembanyama n'est pas habitué à perdre, que ce soit à Nanterre en jeune, même en pro, à l'Asvel dans une moindre mesure, et surtout l'an dernier. Quand même pas mal à l'Asvel, mine de rien. Oui. Bon, après l'Euroleague, il y avait des. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis dans une moindre mesure. Je nuance mes propos, monsieur Moub. Mais bon, tu vois, les Mets ne jouent pas l'Euroleague, donc fatalement, ça aide. Oui, fatalement, ça aide. Fatalement, ils sont coachés par Vincent Collet, il y a un environnement autour de lui. Donc voilà, et Victor doit apprendre l'environnement NBA, médiatique aussi, et doit apprendre à enchaîner les défaites, alors qu'avant, ça enchaîner les victoires. Donc ça aussi, je pense que d'un point de vue mental, c'est une manière d'aborder les choses différente. Et c'est, je pense, aussi formateur, on en discutait tout à l'heure, la défaite, c'est ce que disait Pop, la défaite et la victoire, on apprend autant. Mais là, voilà, ce qui va être intéressant, je pense, dans le récit de sa saison de rookie, c'est comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, comment est-ce qu'il va s'en sortir. S'ils s'en sortent. S'ils s'en sortent. Parce que justement, là, on parle d'électrochoc, mais il faut voir le calendrier qui arrive. Là, déjà, dès lundi, ça joue contre les Clippers, puis ensuite, les Clippers mercredi. Ensuite, ils partent sur la route pour jouer contre les Warriors, puis les Nuggets. Et ils reviennent en gros avant un petit break en décembre, où il y a les matchs des finales du In-Season Tournament, où du coup, ils jouent contre les Hawks, puis les Pelicans. J'ai vérifié.
En théorie, le calendrier n'est pas plus difficile que ce qu'ils ont vécu jusqu'ici. Quand on regarde la strength of schedule, la stat, c'est pas plus difficile que ce qu'ils ont eu jusqu'ici. Malgré tout, quand tu imagines que là ils vont jouer 2 fois les Clippers, on sait que les Clippers ils ont du mal quand même, mais on parle de Kawhi Leonard, on parle de Paul George, on parle de James Harden, de Russell Westbrook, etc. Et là on parle d'une équipe des Spurs qui vient de perdre contre les Grizzlies, dernier de l'Ouest, avec 7 joueurs blessés, alors qu'ils menaient 19 points. J'ai l'impression que l'électrochoc, il va vraiment falloir attendre un bon moment, quoi. Et tu me corriges si je me trompe, mais ils sont à 3 défaites, à 3, le petit lapsus révélateur, à 3 victoires, les Spurs. Et j'ai l'impression que c'est 3 mini-exploits, 3 presque hold-up, et qu'aujourd'hui on pourrait se parler et que les Spurs, même si c'est improbable, aujourd'hui les Spurs pourraient avoir 0 victoire. Je suis pas d'accord, je pense qu'il pourrait avoir une victoire parce que tu as 2 hold-up, tu as celui contre les Rockets où il y a la prolongation, etc. Ouais, c'est ça. Et il y a celui contre les Suns où ils sont menés. Par contre, il y a le deuxième contre les Suns où ils mènent de 27 points, ils font un match de patron, ils finissent le 4e quart-temps en patron, où là c'était maîtrisé. Et justement, après ce match-là, je trouve qu'il y a eu un truc, il y a eu une envolée. Déjà médiatiquement, beIN Sport qui annonce qu'ils vont diffuser tous les matchs de Wembanyama et des Spurs jusqu'à la fin de la saison, les gens qui s'excitent et c'est normal. Et à partir de là, en fait, on s'est dit, bon, il y a même des gens qui ont dit à ce moment-là, ils peuvent aller en play-off et ils peuvent aller loin en play-off. Et juste après ça, boum, 8 défaites sur 30. C'est vrai. En fait, pour moi, c'est le seul match maîtrisé. Complètement. Mais si je dis pas de bêtises, c'est le match où Victor marque ses 40 et quelques points, là, c'est celui-là 38 38, oui, voilà, 38, pardon. T'es un peu trop loin. Voilà, un peu trop loin, mais pour moi, est-ce que cette victoire, c'est pas le fait juste d'un seul homme, entre guillemets, 38 points, c'est énorme, il porte l'équipe? Non, je pense pas. Collectivement, quand même, c'était convaincant. Oui, bien sûr, mais quand tu es porté par un leader, tu es entraîné avec lui, dans son enthousiasme, dans son énergie. Ouais, mais bon, tu peux quand même pas mettre la performance des autres joueurs au crédit de Wembanyama, quoi. Je trouve ça un peu too much. Ceci dit, c'est le match sur lequel aussi, Devin Vassell s'est blessé dans ce match-là. Oui. Donc mine de rien, c'est vrai. Il y a eu plus d'investissement, je pense, de Wembanyama. Et quand tu regardes le 4e quart-temps, quand les Suns commencent à remonter, à un moment, juste Victor Wembanyama les shut down complètement, il y a une énorme défense, il met 10 points sur 12 dans les 4 dernières minutes. Donc effectivement, c'est principalement le fait de Victor Wembanyama. Mais là, quand on regarde les derniers matchs, on a l'impression que Victor n'est pas capable, et c'est normal, il a 19 ans, c'est un rookie, de porter une équipe comme il l'a fait contre Phoenix, où là, par exemple, ce soir, en seconde mi-temps, il met 6 points, il est à 3 sur 11 au tir, il fait 5 fautes en seconde mi-temps. Alors oui, il y a aussi 5 contres qui sont intéressants et 8 rebonds, mais globalement, il perd ses 2 ballons aussi en seconde mi-temps. Mais globalement, il y a une grosse baisse de régime, collective et du coup aussi pour Wemby en seconde mi-temps. Et donc, je pense qu'il n'y a peut-être pas cette capacité non plus là. Il ne faut pas l'attendre de sa part, mais quand on a vu le match contre les Suns, on s'est dit, mais c'est déjà une superstar qui peut faire gagner des matchs. Là, en fait, on réalise que non. Et c'est un peu normal, je trouve. Mais là, encore l'autre paramètre qu'il faut rappeler, c'est l'enchaînement des matchs. La saison NBA, c'est très long, c'est pas une saison de bet-click. Même s'ils sont allés jusqu'au final, jusqu'au match 3. Voilà, il y a l'enchaînement des matchs, la fatigue des déplacements. Là, c'est 2 matchs en 2 jours. Puis lundi, puis mercredi, ça n'arrête jamais. Donc ça aussi, c'est nouveau. Les règles qui changent, les arbitres aussi qui changent, les adversaires, les coéquipiers, les coachs. Il y a tout qui est nouveau. Donc forcément, il ne peut pas être à 100% toujours. Et même, je pense, tout joueur ou tout être humain en général ne peut pas être à 100% toujours dans ce qu'il fait. Nous, quand on bosse, on ne peut pas être à 100% toujours. Forcément, des hauts, des bas. Et voilà, les joueurs, c'est pareil, c'est des humains. Ouais, bien sûr. Mais justement, 3 trucs que je trouve super impressionnants, c'est premier truc, Mobb Deep, premier podcast du Niger, c'est arrivé les amis. C'est grâce à vous, je sais pas qui regarde le podcast depuis le Niger, mais merci beaucoup. Deuxième chose, et je le trouve plus au pire moment, j'ai acheté un labello parce que j'ai vu les commentaires de la dernière vidéo, et toi t'as pas regardé la dernière vidéo, mais regardez, j'ai acheté un labello, et je pense que c'est un élément important de ce podcast. Et troisième chose impressionnante, Victor Wembanyama, je trouve, enchaîne bien les matchs. On annonçait au début qu'il allait être mis au repos. Alors, on sait que la mise au repos, elle sera sans doute plutôt sur la seconde partie de la saison, elle serait pas choquante. Et pour l'instant, je trouve qu'il enchaîne bien, dans le sens où là, il joue en back-to-back. Des gens étaient surpris qu'il joue le back-to-back entre les Raptors et les Pacers déjà. Là, il vient de faire le back-to-back et de jouer 31 minutes contre les Grizzlies, alors qu'il a joué la veille d'une 30aine de minutes aussi. Moi, je suis assez impressionné par sa capacité justement à tenir le rythme, alors qu'il disait qu'il en avait besoin, et que justement, on se doute qu'il a besoin de s'adapter à ce rythme-là. C'est sûr. Après, tu as joué et joué, la deuxième mi-temps, il est en difficulté. Oui, bien sûr. Tu vois, donc il y a cette notion de fatigue aussi pour moi. Oui, bien sûr. Mais il n'est pas efficace dans ce qu'il fait.
en tout cas, il n'est pas au maximum de ce qu'il pourrait faire. Et pour moi, il y a forcément une notion de fatigue. Et peut-être que les Spurs, après ce soir, vont se poser la question de le mettre au repos ou pas. Après, on ne sait pas comment ça se passe. Si c'est Victor qui dit non, je veux jouer. Si c'est les... Voilà, on ne sait pas comment ça se passe. Mais moi, je serais pas surpris que la mise au repos, ne serait-ce qu'un match, ça lui ferait du bien physiquement et moralement aussi, de se reposer, de décompresser un petit peu, quoi. Alors, c'est marrant que tu dis justement, on ne sait pas comment ça se passe parce que de manière purement hasardeuse, en mangeant dans la salle des Spurs, on discutait avec un employé des Spurs. Ah oui. On discutait avec lui et du coup, il nous a dit, à moi et Maxime, que en fait, Victor, lui, voulait jouer tous les matchs et que c'était vraiment sa volonté à lui. Non pas qu'il nous ait dit que les Spurs voulaient limiter, hein, mais c'était sa volonté à lui d'être sur le terrain avec ses coéquipiers. Un peu par esprit d'équipe aussi, dans le sens où il veut pas de traitement spécial et il n'a pas envie d'être le mec qui est sur le banc pendant que son équipe perd. Il a envie d'être avec ses coéquipiers sur le terrain. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté de sa part d'être là chaque fois, parce que le mec est humble quand même, quoi. Admettons que Zach Collins soit reposé. Ça nous paraît très bizarre, tu vois. Oui. Que ce soit Victor Wembanyama, on le comprendrait parce qu'il y a le morphotype, etc. Oui. Mais lui, il n'a pas envie d'être mis de côté, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, mis sur un piédestal. Et je trouve que ça se voit aussi dans l'enchaînement des matchs. Bien sûr. Après, Victor Wembanyama, c'est un projet à long terme. C'est pas d'être performant cette année. Et souvent, on n'est pas le meilleur juge de soi-même. Il a 10 ans, même s'il est très mature. Il est entouré de personnes très compétentes. Et parfois, quand le holà vient de l'extérieur, quand on lui dit non, tu joues pas, parfois ça peut être bénéfique. Et ça se trouve, là, il est fatigué, épuisé, il s'en rend pas compte. Peut-être que je sais pas à quel degré il connaît son corps, je pense qu'il le connaît très bien, tu vois. Et puis il y a Guillaume Alquier, en plus on rappelle qu'il a suivi la saison dernière et qui est là avec lui. C'est ça, il le connaît très bien. Et voilà, peut-être que lui, avec son approche un peu plus professionnelle, médicale, j'ai envie de dire, il voit d'autres choses que Victor, lui, ne peut pas voir. Et voilà, moi je sais pas, mais je pense que oui, peut-être qu'il jouera tous les matchs, ça m'étonnerait. Tous les matchs, ça me paraît un peu audacieux. Oui, ça me paraît... Il y a toujours des blessures, il y a du repos, il y a quelque chose. Bien sûr. Mais pour moi, on n'est jamais le meilleur juge de nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Je philosophe un peu. T'inquiète, les gens de basket session et de Moop Deep adorent la philo. Victor aussi adore la philo. Ça va, il nous a dit que bof, du coup il en lisait pas trop. Mais un petit peu quand même. Alors, il a dit qu'il lisait pas de philo justement. C'est ça qui est, je crois qu'il a dit ça, non? Je sais plus. Moi, dans ma tête, il a répondu « je ne lis pas de philosophie ». Oui, mais il s'intéressait à plusieurs courants de pensée philosophique. Il s'intéresse effectivement quand même à la philo. Donc, il y a cette vibe-là. Mais je trouve que justement, dans la construction mentale de Victor Wembanyama, le fait que lui, il ait envie de jouer tous les matchs et que les Spurs ne le forcent pas. Bien sûr. Après, là, encore une fois, on a 13 matchs dans la saison. On verra comment sont les Spurs à 40 matchs. On verra comment est Victor à 40 matchs aussi. Souvent, le rookie wall, il n'arrive pas à 13 matchs. Il arrive à 30, 40, plus parfois. Donc je pense que ce sera une situation qui pourrait évoluer, justement comme tu le dis. À un moment, il pourrait être mis au repos par les Spurs et il pourrait mettre le haut là. Mais je pense que quand même, quand tu as un joueur de 19 ans, et c'est ce que Pop disait d'ailleurs après Indiana, le mec a 19 ans, il vient juste de débarquer en NBA, quand tu as ce genre de profil, tu n'as pas envie de lui dire tout de suite, bon bah t'es sur le banc parce que tu peux pas le traiter comme un joueur de 32 ans qui est injury prone. C'est normal qu'il le fasse jouer aussi. Je pense que c'était peut-être un peu trop de l'imaginer mis au repos dès le début de la saison. Il peut enchaîner un peu, il peut se faire un peu violence et puis on verra plus tard, quoi. Ouais, et après, les règles, on va dire, classiques qui s'appliquent à un rookie, pour Victor, elles comptent pas. Et même Victor, c'est un joueur unique, promis à un destin unique, avec un corps unique. Donc, en fait, il faut s'attendre à tout et à rien, je veux dire. Peut-être que dans la fin de saison, on se reparle, il jouera tous les matchs, c'est impossible. Mais t'as dit c'est impossible, attention, parce qu'il pourrait te corriger. Oui, il pourrait me corriger, tu vois, il pourrait me corriger. Mais ce que je veux dire, c'est que Ok. De la musique dans le couloir, j'espère que vous l'avez entendu parce que c'est vraiment de la... Ça m'a perturbé. Je pensais qu'on allait nous virer. Non, pas encore. Je l'ai quand même parce que, posons le contexte effectivement de ce podcast. On est dans la media room des Spurs. On est les deux derniers journalistes, sachant qu'on l'était déjà avant de commencer à tourner le podcast. Et il est 1h22 du matin. Donc ce ne serait pas surprenant que ce podcast s'interrompe de manière inopinée parce que les employés arrivent et nous mettent dehors. Et nous on comprendrait, franchement, on ne serait pas non plus sous le choc, quoi. Oui. Après t'as habitué, tu m'as dit que t'étais resté une fois jusqu'à 2h. Oui, c'est vrai. Voilà. De toute façon, pareil, les gens, les Moop Deepers connaissent le personnage. Ah, les Moop Deepers, bon, d'accord. Je pense pas que ça va être leur nom, mais il faut que je trouve un truc. Ok. Mais je pense que bientôt pour les Moop Deepers, une info inside. Je pense que bientôt il va mettre un sac, un sac, un sac de couchage. Un duvet, un sac de couchage, merci. Tu vois, j'en parle en français. Ici,
Comme ça, il comprend ici. Plus de Uber, plus de problème. Mais moi, très sincèrement, si j'avais accès aux douches des Spurs et que je pouvais planter une tente ici, je le ferais. Mais très très sérieusement, je le ferais. Je ne plaisante pas une seule seconde avec ça, je le ferais tous les jours. Bah, là, au moins, pour tout ce qui est coulisses, info, tu vois. Ah bah là, t'es inside. Les Spurs qui protègent tout. Qui verrouillent tout comme c'est pas possible. Là, tu seras la petite souris des Spurs. Après, on rappelle aussi que c'est pas que la salle des Spurs, c'est une salle de concert, donc ça implique de nous glisser au concert de Drake et J. Cole, qui s'organise prochainement d'ailleurs à San Antonio. Petite info comme ça, je vous balance ça dans le mix. Non mais, pour revenir vraiment sur la série de défaites des Spurs et tout, parce que moi, pour être transparent, dans Mob Deep, je ne veux pas parler que de Victor Wembanyama et des Spurs, mais là, ça s'impose un petit peu quand même. Pour moi, là, ce que je surveillais, en fait, c'est aussi l'impact mental qu'a toute l'expérience sur Jeremy Sohan. Parce que mine de rien, s'il y a un mec qui est exposé, c'est quand même lui. On le met sur un poste qu'il n'a jamais joué dans sa vie, meneur. Il est critiqué, à juste titre en partie, parce que ses résultats ne sont pas encore très concluants, parce que c'est pas un vrai meneur. Il doit se contentionner dans ce rôle, ses coéquipiers le soutiennent certes, mais le public est un peu contre lui et on voit que ça lui tient un peu à cœur parce que des fois sur Twitter, il va quote-RT des mecs, il va un petit peu au combat, etc. Donc à quel moment est-ce que lui, il arrive à aussi enchaîner ses matchs en se contentionnant dans ce nouveau rôle, malgré la critique, malgré le manque de réussite, et sachant qu'une partie de la déroute des Spurs vient quand même de ça, du fait que Jeremy Sohan est à la main et que les Spurs fonctionnent mal tant qu'il y est. Donc projet long terme, mais à court terme c'est dur. À quel point c'est dur mentalement pour lui. Bon, là, on est dans la spéculation totale, mais je te laisse me dire ce que tu en penses. Alors, c'est quoi la question? Il n'y a pas de question. T'as trop parlé. Non, mais c'est sûr qu'on pourrait se dire... Enfin, c'est pas on pourrait se dire, c'est que Victor Wembanyama, aujourd'hui, pourrait être mieux entouré. Mais bon, après, c'est le système de la draft, ils ont fini dernier à l'Ouest. Donc, forcément, c'est une équipe en reconstruction, ça va prendre du temps. Sohan aussi, il ne faut pas oublier, c'est en 2003, je crois. Je t'avoue. 2003. Si, je suis quasiment sûr. Je suis perdu dans les chiffres. Je suis quasiment sûr. Ils sont tous rejoints. Pourtant, t'es Monsieur Stade, toi. Ouais, mais les chiffres type date, etc., c'est pas du tout mon délire. Ok, t'es pas historien. Mais il a 20 mais ans. Si. Non, il est 2003, je suis sûr. Donc. C'est ça, on sent très, très certainement. Encore une fois, je pense qu'il faut vraiment attendre ce cap des 20 matchs pour faire un bilan. Attendre encore un peu plus. Il y a du positif, il y a du négatif, mais j'ai envie de te dire, non, le meneur, c'est un peu le cerveau de l'équipe. Et on peut lui faire beaucoup de reproches, mais à toute l'équipe aussi, je veux dire. Même peut-être, il y a eu beaucoup de mécontentement sur les réseaux aussi avec Coach Pop. Ouais. Dans l'utilisation de Victor, parfois qui est trop en périphérie, pas assez dans la raquette, mais Pop disait justement, je crois, en conférence de presse il n'y a pas si longtemps, d'avant-match, qui voulait pas trop limiter Victor Wembanyama, pas trop lui donner un rôle précis. Mais ça, il voulait l'observer avant. Voilà, l'observer, lui donner un maximum de liberté pour après cibler peut-être un petit peu mieux comment l'utiliser. Et voilà, la relation coach Pop et Victor Wembanyama, c'est une relation forte. Ça comptera dans sa saison, ça comptera dans sa carrière, j'ai envie de dire. Donc ça prend du temps. Et je crois que c'est Jeff McDonald's qui est un écrivain, un journaliste du San Antonio Express News qui disait que la chapelle Sixtine ne s'est pas faite en quelques jours. Et c'est pareil, le projet Victor Wembanyama ne se fera pas en 7 jours, en 10 jours, en 2 mois, ça se fera sur le long terme, doucement mais sûrement. De toute façon, ça j'ai envie de dire, on le répète dans chaque épisode ou presque, et pareil sur le site pour ceux qui du coup lisent les articles de Basket Session, on est très team patience, etc. Et effectivement, c'est le cas. Mais pour revenir sur un point très précis de ce que tu as évoqué, l'utilisation dans la raquette, là on prend l'exemple de ce soir par exemple, Victor Wembanyama il est à 2 sur 6 à 3 points, donc il a pris 6 tirs à 3 points, il a pris 4 tirs près du cercle pour 3 réussis. Donc déjà souvent il y a une meilleure réussite sous le panier, c'est logique, le mec fait 2m24, et généralement quand il a le ballon sous le panier, c'est dur de l'arrêter quand même parce que verticalement il faut y aller quoi. Mais globalement j'ai l'impression que les gens sous-estiment un truc, c'est que Victor peut pas juste aller dans la raquette, se poser là et attendre le ballon et c'est bon quoi. Les équipes adverses sont pas totalement débiles et l'empêchent quand même d'y accéder. Alors moi, il y a ce truc qui me choque un peu dans le discours général de il faut qu'ils mettent plus de tirs dans la raquette. Je pense que s'ils pouvaient marquer plus de points, ils le feraient pour commencer. Et s'ils pouvaient aller plus dans la raquette, ils le feraient aussi. Mais quand tu vois déjà la défense des ailiers, il y a toujours un mec qui reste devant lui, qui le bloque en fait horizontalement. Je disais, c'est dur de le contester verticalement. Et du coup, il faut le contester horizontalement. Donc, il y a toujours un mec devant lui. Et le principe, c'est de l'empêcher d'accéder à ces spots. Donc, je pense que ça compte et qu'il faut aussi
prendre ça en compte dans le jugement qu'on a de Victor Wembanyama. C'est pas juste qu'il veut pas prendre de tir dans la raquette, c'est qu'il ne peut pas en prendre beaucoup plus, je pense. Oui, c'est sûr. Et je pense que ce qui fait sa force, c'est qu'il a un petit peu ce côté imprévisible, il peut tout faire, ce côté un peu extraterrestre. Et du coup, si tu lui dis un match, vas-y Victor, tu fais que des tirs dans la raquette, bah, derrière ta défense, tu sais t'adapter. Et ce côté, il devient plus prévisible en fait. Et ce qui fait sa force, c'est qu'il est imprévisible, unique. Et non, faut pas le limiter à faire 20 shoots dans la raquette, 2, 1, 3 points, tu vois. Mais d'ailleurs, j'y pense, Dis-moi. sur ce truc-là, du coup, d'aller dans la raquette et tout. Les Spurs sont pas du tout contre l'idée parce que quand on regarde la victoire du coup contre Phoenix, qui est la dernière victoire en date, et ça fait encore bizarre à dire, où il met 38 points, il met la majorité de ses points dans la raquette. Il y a un nombre incalculable de passes lobées qui viennent depuis la ligne de 3 points. Il est juste du coup dos à Drew Eubanks, ou alors Drew Eubanks c'est de couper la ligne de passe mais il est trop petit, et après il va marquer au panier. Et là, en l'occurrence, du coup, Popovic, Wembanyama n'ont pas hésité à abuser de ce système-là et à vraiment jouer sur cette taille, jouer dans la raquette. Et les Spurs n'avaient pas les moyens les Suns, n'avaient pas les moyens de s'adapter, donc ils ont pris le tarif. Mais là, du coup, c'est un peu la preuve, je trouve, que les Spurs, en fait, ont rien contre l'idée de faire jouer Wembanyama dans la raquette quand c'est contextuel. Mais juste que quand il le fait pas, c'est que c'est pas possible ou que c'est pas dans le contexte. C'est sûr. Et c'est ce que tu évoques justement, le côté où sa force c'est qu'il est imprévisible. Et je pense aussi dans le projet Wembanyama, l'idée c'est pas d'en faire un pivot qui va jouer uniquement dans la raquette, c'est clair. Donc il faut qu'il prenne ses 3 points, il faut qu'il prenne ses tirs mi-distance, ses fade away. Parce que s'il les prend pas ici quand c'est contesté, il va pas revenir la saison prochaine après un été de travail et magie, il est bon à 3 points. Il faut qu'il les prenne ici pour avancer. Donc des fois c'est dur à voir, mais voilà, il faut prendre le mal en patience et c'est tout quoi. Ouais, et tu évoques les 3 points, ce qui serait intéressant de savoir, c'est à quel point est-ce qu'il s'entraîne sur ces tirs à 3 points, parce que ce soit au petit bout d'entraînement qu'on peut voir au Victory Capital Performance Center, je crois que c'est dans cet endroit-là. Voilà. C'est bon, exactement. Je suis bon. Et au shooting le matin, il shoot énormément à 3 points. Donc savoir comment est-ce qu'il travaille ça, si c'est juste un point d'amélioration parmi d'autres, ou si c'est vraiment l'axe prioritaire d'amélioration, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ce qui me... Enfin, pas surprend, mais quelque chose qu'il faut souligner, je pense, c'est que depuis quelques matchs, toi tu as les stats, je trouve qu'il prend vraiment beaucoup plus de tirs. Il y a encore à 25-26 tirs là peut-être. Et je sais pas si quelque chose t'a remarqué, mais je trouve qu'il prend plus de tirs ces derniers matchs, ces 3, 4, 5 derniers matchs qu'en début de saison. Après, il y avait l'aspect nouveauté aussi pour lui, mais je trouve qu'il prend énormément de tirs. Non, je t'avoue, le temps que je sorte exactement l'historique et tout, bon, en fait, ça va arriver très vite. Ça va aller vite ? Je pense que ça va aller très vite finalement. Ça me saoule parce que je suis sur ma tablette, donc j'ai pas l'habitude en plus. On précise. Mais bon, c'est le... Attends, je vais regarder. Ça me saoule, c'est bon. C'est bon, ça m'a tout de suite saoulé. Mais vous savez quoi, je regardais un truc, je regardais son usage rate, parce que je connais l'ancien. Et là, effectivement, depuis, en l'espace de 2-3 matchs, il est passé de 27 à 29. Donc ça veut dire qu'il est déjà beaucoup plus impliqué dans la création de l'équipe. Et il est beaucoup plus impliqué dans les actions personnellement. Donc je pense que plus on avance en fait, et plus il est sollicité. Après, ça coïncide aussi, je pense, à la blessure de Devin Vassell, à celle de Trey Jones aussi, qui a été absent pendant quelques matchs, où effectivement, du coup, il a beaucoup plus de responsabilités. Et je prends typiquement le match de ce soir. Wembanyama, c'est le mec qui joue le plus de possessions après Keldon Johnson. Johnson, il a 65 en l'occurrence, et Wembanyama, il a 60. Et sachant que... Ouais, c'est ça. Sachant c'est qu'il le prend chiffre plus que je voulais. que lui. C'est le chiffre que je voulais. Et quand on regarde du coup pareil dans les tirs tentés, donc là les true shot attempts, donc ça compte aussi les fois où il prend son tir et en fait il va sur la ligne des lancers francs. Oui, bien sûr. Donc du coup il a 19 tentatives de ce type-là. Et le suivant c'est Keldon à 15, ensuite on descend à 12 avec Collins. Donc il y a déjà quand même vraiment une marge. En fait. Il y a un gouffre. Bah ouais. Donc il se comporte déjà comme la superstar des Spurs. Bien sûr. Et c'est normal. Ouais, c'est normal, mais je n'ai pas envie de dire est-ce que ça va trop vite ou pas, je sais pas, mais en tout cas c'est que là il est en difficulté et qu'on va attendre le match déclic. Mais moi je serais très curieux de savoir comment est-ce qu'il le... Forcément entre ce que lui pense et ce qu'il dit à la presse, il y a peut-être un... Non, c'est sûr. Un écart, c'est sûr, il y a un écart. S'il maîtrise sa com, très bien, tant mieux. Oui, c'est clair. Mais savoir à quel point il se remet en cause, à comment il le vit, tu vois. C'était ma question tout à l'heure. Bon, forcément, on n'a eu qu'un bout de réponse. Bah, c'est vrai, il esquive comme toujours un petit peu, il veut pas trop se livrer, quoi. Ouais, et puis après,
comme tout être humain, quand tu perds, tu n'as pas forcément envie de parler à des gens, à la presse, des questions un peu dérangeantes. Tu dis comme tout être humain, mais moi, dans la vie, je ne perds pas de match de basket. Tu ne joues pas au basket. Et je ne suis pas face à la presse après non plus. Tu n'es pas Victor Wembanyama. Donc pas comme tout être humain, finalement. Tu es moob. Tu vois. Mais être moob, c'est très bien, les gars. Je sais que tout le monde rêve d'être moob. La moob est Mais pour un petit peu aller dans ce truc des rookies qui sont très sollicités, etc. Cette semaine, j'ai fait un article un petit peu comparaison avec les anciens premiers choix de la draft, les 3 derniers en l'occurrence. Et en fait, ce que je remarque, qui me choque un petit peu, c'est que des 4 derniers first pick, du coup, en comptant Wembanyama, le plus adroit à 3 points, c'est Victor. Quand tu prends du coup Anthony Edwards, il était à 26,7% à 3 points, Kate Cunningham était à 25,3% et Paolo Banchero était à 25,6% la saison dernière. Et Victor, lui, il est à 28%, ce qui est déjà pas joli, mais du coup, il est déjà au-dessus. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu un phénomène normal pour un rookie de galérer quand tu arrives sur la ligne à 3 points. C'est juste un phénomène c'est une constante. J'aurais pu remonter beaucoup plus loin que tout ça. Et donc voilà, patience aussi à ce niveau-là. Je suis sûr que, donc, comme tu dis, on ne sait pas si c'est vraiment le focus de son travail ou si c'est un point parmi d'autres. J'imagine que c'est un point parmi d'autres, vu que les Spurs essaient de pas trop le diriger. Mais du coup, en l'occurrence, il faut se dire que Wembanyama, pour des débuts, voilà, il fonctionne assez bien finalement. Ouais. Et ce qu'il faut rappeler pour les fidèles auditeurs de Mobb Deep, c'est qu'en Europe, en France, en Europe, la ligne elle est à 6,25 et en NBA, la ligne est à 6,75. Donc, il y a un petit écart et ça nécessite un petit temps d'adaptation. Donc, là aussi, patience. Après, je trouve que justement, la saison dernière, Wembanyama avait beaucoup tendance à les prendre parfois peut-être 50 cm, 1 mètre derrière la ligne, un peu à distance NBA. Et justement, après en cours de presse, il disait je m'entraîne déjà à prendre des tirs à distance NBA, quoi. Oui, c'est sûr. Mais quand tu as 1 mètre derrière la ligne et quand la ligne elle est vraiment à tes pieds, mentalement aussi, c'est l'approche est différente. C'est clair, c'est différent. Puis de toute façon, ça marche avec tout le monde, hein, parce qu'en NCAA aussi, on rappelle que la ligne, elle est pas à distance NBA. La NBA, c'est vraiment l'exception dans le monde où la ligne est aussi loin. Enfin, je sais pas s'il y en a d'autres. J'ai un doute. Dans les ligues majeures, non, je pense pas. J'ai un Sweet WNBA, tu vois, je me pose la question de à quelle distance elle est, parce que je me suis jamais vraiment posé la question. Moi non plus. Mais bon, c'est pas grave, c'est un autre sujet. Voilà. Pour finir un petit peu sur tous ces trucs-là et tout, j'aimerais quand même que, on a beaucoup descendu les Spurs parce que c'est l'occasion, 8 défaites consécutives, ces avances qui sont gâchées, etc. J'ai envie quand même qu'on se penche sur peut-être un point d'amélioration que toi tu as observé depuis ces 13 matchs. Donc encore une fois, on n'a rien préparé. Donc là, il est en train de réfléchir. Ah oui, il faut que je trouve un point d'amélioration. Donc voilà, est-ce que toi tu trouves qu'il y a un truc qui se passe mieux par rapport aux, on va dire, 3 premiers matchs de la saison? Ah oui, une évolution positive, tu veux dire? Positive. Okay. Sur Victor, sur les Spurs, peu importe, mais un truc qui va dans le bon sens selon toi. Qui va dans le bon sens. Moi, j'ai plus envie de dire une constante, c'est qu'il s'est très rapidement adapté à la NBA, que ce soit l'environnement médiatique, qui est très puissant ici. Je pense qu'il faut vraiment être là pour se rendre compte de toute la hype et la pression médiatique qu'il y a. Être là ou regarder Mobb Deep. Regarder Mobb Deep. Parce qu'on leur raconte. Voilà, parce qu'on leur raconte. Je ne sais pas ce que tu as dit de beau lors de l'épisode à New York, mais il y avait... T'as oublié? J'ai oublié, mais je crois que j'ai mentionné la presse parce que c'était impressionnant. Ouais, je suis sûr d'avoir mentionné la presse. C'était impressionnant. C'était choquant, j'ai envie de dire presque. Ouais, choquant. Après, on remonte loin, mais ce qui était encore plus choquant, c'est de voir, selon les sources officielles, 100 journalistes accrédités pour le Media Day, parce qu'en théorie, il y en avait moins. Mais là, ouais, c'était un délire. Clairement. Victor bougeait, les journalistes et photographes bougeaient. C'était un peu le président de la République française, tu vois. Non, c'est sûr, non, il y avait vraiment une foule qui est dingue et je trouve qu'il gère vraiment très bien. Parce qu'il y a aussi ce côté où j'en parle souvent, il est là à chaque fois après le match. Oui. Et dans la salle, effectivement, il y a beaucoup plus de journalistes que l'année dernière. Et il y a plus de journalistes, je dirais, que ce qui tient dans la salle de presse de Boulogne-le-Valois, parce qu'elle est assez petite quand même. Et oui. Donc c'est vrai que mine de rien, c'est un challenge et je trouve qu'il le vit très bien. Après, il y a les Spurs quand même pour essayer d'encadrer, de limiter les accès. Ils le font bien, ils le font très très bien. Ils font très bien. mais ça, on peut le comprendre aussi parce qu'il est beaucoup exposé. Mais je trouve que, comme toi, je suis assez impressionné par cette constante-là, justement, de Victor à bien répondre à la pression médiatique. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me souviens des débuts. On divague un petit peu, mais je me souviens des débuts. Les gens étaient très critiques. Ouais,
je sais plus ce qu'il disait, mais il est pas à droite, tout ça. Mais il faut se rendre compte qu'on passe d'un monde, petit monde français, au monde gigantesque de la NBA, tu vois. Et c'est deux mondes totalement différents. C'est un peu comme quand tu compares les autoroutes en France et les autoroutes texanes, où tu as vraiment ce truc, ça passe du simple au quadruple, quoi. C'est vraiment ça avec les médias. Ouais, de ouf. Et moi, c'est ce qui m'impressionne. Souvent, les gens vont voir que les matchs. Si tu regardes sa ligne de stats, juste là, comme ça, sans voir le match, tu peux te dire « Ah, il a fait un bon match », sauf peut-être l'adresse générale au tir. Oui. Mais si tu prends juste point, passe, rebond, contre, minute, tu te dis « Ouais, c'est super », alors qu'en théorie, c'est plus nuancé. Tu vois, et je pense que moi, ce qui m'impressionne le plus, au-delà du basketteur qu'il est et qu'il sera, c'est sa capacité. Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais sa capacité à s'adapter, surtout aussi vite en NBA. Et ouais, c'est ça qui est fort, je trouve. C'est marrant parce que du coup, je réalise qu'on n'a même pas mentionné le fait que ce soir, c'est son record de contre, du coup, avec 8 contres. Et c'est seulement la 3e fois dans l'histoire de l'NBA qu'un mec de moins de 20 ans, je sais que toi, t'es pas fan de ce genre de stats, mais qu'un mec de moins de 20 ans met autant de contres dans un match. Non, c'est pas que je suis pas fan, c'est qu'il y a quasiment un record à tous les matchs. Non, bien sûr, mais bon, là quand même, mine de rien, ça a de la gueule comme record. Oui, ça a de la gueule, mais bon. Enfin, c'est même pas un record d'ailleurs, mais c'est juste, ça le met en bon. Oui, voilà. Il faut imaginer que dans l'histoire de l'NBA, il n'y a eu que 3 mecs de moins de 20 ans qui ont mis 8 contres et qu'on a un Français qui en fait partie. Oui. Quand même, anomalie statistique. Et justement, moi, le point que je voulais évoquer par rapport à tout ça, c'était plus, tu sais bien, moi je suis plus dans le basket, etc., que sur le côté média et tout ça. Je suis un peu matrixé devant mon match comme un fou. Et moi, ce que je trouve intéressant, justement, c'est la défense des Spurs. Je trouve qu'il a déjà pas mal évolué. Alors, on parle de la 28e attaque et de la 28e défense de la Ligue. Donc, de toute façon, c'est catastrophique à peu près partout. Mais je trouve que ce qui est cool, c'est que Victor trouve de plus en plus son rôle. Il est de moins en moins en retard face à ses adversaires. Oui. Il assume de mieux en mieux son rôle de roamer. Et les équipes adverses essaient de l'écarter de la raquette, mais mine de rien, ça marche pas à chaque fois parce que 8 contre, encore une fois. Et une vraie dissuasion. Lui-même, il disait qu'il avait l'impression que les mecs allaient de moins en moins vers lui et sous le panier. Et je pense que c'est vrai. Et même quand tu prends les Spurs dans leur ensemble, je trouve que Keldon, qui s'était mis un peu l'objectif de progresser là-dessus cette année, il est de plus en plus actif en défense. Et Jeremy Sohan, justement, plus les Spurs développent des zones et plus on le voit vraiment faire des choses qui me choquent presque en fait. Ou par exemple hier contre les Kings, sur la même séquence, il défend De'Aaron Fox et Domantas Sabonis. Ensuite il enchaîne, il défend Fox sur une séquence, puis Sabonis sur l'autre. Et tu te dis mais le mec peut tout faire. Et donc moi les Spurs défensivement, même s'ils sont pas encore bons, là je trouve qu'on voit leur potentiel et qu'ils vont vraiment dans le bon sens. Donc voilà, ça c'est mon point positif. Je sais pas si toi aussi tu as remarqué cette évolution là. Oui, ils vont dans le bon sens, mais on est encore un peu loin d'une victoire. Non, mais je pense que c'est ce qui concrétisera tous les efforts. Parce que je pense qu'il y a eu des efforts, des améliorations qu'on voit peut-être pas forcément dans les matchs qui ont été faits depuis 2 semaines, mais je pense maintenant ça va devenir un peu urgent quand même de gagner. Moi ça me dérange pas, encore une fois, je reste... Déjà, moi, la défaite, elle me dérange pas du tout. Ça, c'est le truc, la vanne constante. Ça me va aussi bien qu'ils perdent, quoi. Après, ouais, voilà, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que Benjamin... Quand on perd, je souris aussi. C'est que Benjamin aime quand les Spurs perdent. Ce qu'il dit, ouais, j'aurais plus de choses à écrire, tout ça. Moi, ce qui compte, en fait, c'est que les matchs sont intéressants, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Et là, pour le coup, les matchs sont intéressants. Ah oui, bien sûr. Mais moi, je suis team vraiment, aucune urgence. Moi, ils peuvent faire 20 matchs comme ça, je m'en fous. S'ils finissent dernier de l'Ouest, pour moi, ça a quasiment plus de sens que d'essayer de gagner pour gratter la 11e place ou la 10e place ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas dérangé par l'idée qu'ils continuent de perdre. Non, après, le résultat strictement sportif importe peu, voire pas du tout. Mais ce qui est important, c'est de voir une évolution. Ouais. Enfin, une évolution positive, bien sûr. Une réaction, comme celle dont on parlait Haussmann du concours de presse. Oui, une réaction. Et je pense que là, cette défaite-là, parce que c'était Memphis, parce que c'était un peu, je crois, 7 absents, tu me disais, c'est ça? C'est ça, exactement. Et je pense que là, ça peut être... c'était vraiment un match presque bascule, tu vois. Et là, on peut se dire, ah ouais, les gars, on n'a pas été bons. Là, il faut vraiment qu'on charbonne, quoi, tu vois. Et là, je pense que ça peut vraiment faire une bascule. On verra lundi, c'est ça? On verra lundi contre les Clippers. Mais encore une fois... La victoire de Wembanyama est imprévisible, les Spurs le sont. Donc, je m'attends à rien et on verra bien. Je pense que c'est un bon mot de la fin en l'occurrence, donc on peut s'arrêter là-dessus. Merci à vous d'avoir regardé. Du coup, je vous invite à suivre aussi Théo sur ses réseaux parce qu'il publie beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. Donc voilà,
Théo Quintard, j'imagine. Oui. Tout simplement. Voilà, donc je mettrai ça dans la bio. Voilà, merci aux gens du Niger qui nous ont propulsé à la première place du classement Apple Podcast. Ça, c'est vraiment le truc improbable de la semaine, je pense. Mais voilà, merci aux auditeurs fidèles. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des matchs en commentaire. Encore une fois, moi, je me base sur les commentaires aussi pour faire mes épisodes. Donc voilà, balancez. Et on se retrouve samedi prochain, j'espère, cette fois-ci. Pas de problème de voix, pas de problème de réveil, pas d'épisode spécial New York. Un épisode samedi prochain dans la matinée, rien que pour vous. Voilà, c'est la promesse. On verra si elle est tenue. À plus tout le monde. Ciao.